À main armée au quartier Lindiane de Ziguinchor, les individus non encore identifiés ont attaqué une boutique la nuit dernière. L'inquiétude de l'Union européenne et de la France après la série de saisies de drogue au Sénégal, les États se concertent sur la question. Rentrée scolaire 2019-2020, à 5 jours de la reprise pour les enseignants. Une semaine avant la rentrée des élèves, les écoles font peau neuve. À Fatick, les classes vides des garçons qui préfèrent l'immigration clandestine aux salles de classe. 3 morts ce matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute Ila-Touba. Et puis pour les titres de l'actualité internationale, Jacques et Anna Rocha, bonjour. Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous irons au Burkina Faso. Là-bas, 6 personnes ont été tuées dans 3 villages. Elles ont été abattues par des hommes armés non encore identifiés. En Algérie, sale temps pour le clan Bouteflika, le frère de l'ancien président déchu, condamné à 15 ans de prison. Saïd Bouteflika a été accusé d'atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Le développement de tous ces titres, Georges Détié-Diop, dans le journal international que vous nous présenterez à tout à l'heure. Bienvenue à Malal Junior Diagne pour les titres du journal des sports. Bonjour Malal. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Handball, Martarba dans la tanière des Lions du Hand à 24 heures du démarrage du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le ministre des Sports invite les Lions à tout faire pour remporter ce tournoi. Traversée Dakar-Gorée édition 2019, la Marine nationale aux commandes pour assurer la sécurité des quelques 600 nageurs qui sont attendus ce dimanche dans les eaux. Nous parlerons également de football avec les différents championnats de la France, de l'Italie, mais également de l'Angleterre. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le détail de ce menu, Malal. Et puis, point de vue, aux alentours de 12h35, nous parlerons aujourd'hui du foncier à la lumière des nombreux problèmes de terre en ville et dans les zones rurales. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. D'abord, cette attaque à main armée au quartier Lindiane dans la commune de Ziguinchor. Des individus armés non identifiés ont dévalisé une boutique et emporté de l'argent et des marchandises. Le boutiquier qui s'en est sorti avec des blessures, mais sa vie est hors de danger. Les assaillants ont réussi à se fondre dans la nature. Lamine Ba. Les habitants de Lindiane, un quartier de la commune de Ziguinchor, se sont réveillés après une longue nuit effrayée par des tirs de sommation dont les auteurs ne sont rien d'autre que des individus armés venus dévaliser une boutique aux environs de 2 heures du matin. Ils ont forcé les portes et pénétré à l'intérieur avant d'emporter une somme d'argent et des cartes de crédit téléphonique. Ce matin, on a retrouvé sur les lieux des étuis signes de la violence de l'attaque. Un des témoins de l'incident raconte ce qui s'est réellement passé. Hier, on avait suivi des cambrioleurs ici, dans les environs de 2h30. Ils sont venus avec des uniformes et des armes et des balles réelles. Ils ont tiré trois coups de sommation. Après, ils ont fini à accomplir leur mission. Ils ont pénétré la boutique et ils ont pris une somme importante et des cartes de crédit de Tigo comme Orange et Expresso. Bon, ils parlaient de Wolof pur. Bon, ils ont pris une somme importante. Oui, la peur et la panique. Oui, parce que les habitants du quartier et les habitants du maison même ils ont entendu les coups. Que ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas entendu ces armes de coups. Donc c'est du peur. Même la maman, pour qu'elle gère ça, c'était difficile. Le boutiquier est certes blessé, mais sa vie est hors de danger, nous apprend-on. Lindiane réclame plus de sécurité pour mettre les populations à l'abri des malfrats. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Alors, un anniversaire, restons à Ziguinchor pour évoquer l'anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Demain, 26 septembre, les orphelins au centre de la commémoration. À Ziguinchor, l'Observatoire national du Joola évoque 18 ans de souffrance. Je vous propose d'entendre les explications de Élie Jean-Bernard Diatta. Il est le secrétaire chargé des affaires juridiques du directoire. La particularité de cette commémoration a été choisie par les orphelins eux-mêmes. D'abord pour le thème, ils ont décidé de choisir le thème qui s'intitule 18 ans de souffrance. Donc 18 ans de souffrance, c'est significatif. C'est en rapport avec ce qui s'est passé le 26 septembre jusqu'à nos jours. Et du point de vue revendication, depuis 18 ans, nous avons pratiquement les mêmes éléments. Nous avons la vérité qui n'est pas encore dite sur le Joola. Nous avons la justice qui n'a pas été faite. Nous avons la prise en charge psychosociale. Je vais y revenir parce que nous avons de sérieux problèmes avec le traumatisme. Nous avons aussi le renflouement de l'épave du Joola. Donc ces revendications et
le mémorial musée Bateau le Joola. Ces revendications sont toujours d'actualité parce que jusque-là, c'est vrai que nous avions rencontré le président de la République quand il était venu à Ziguinchor, à la gouvernance. Il nous avait promis de remettre sur la table tout le dossier du Joola. Donc jusque-là, c'est vrai qu'il y a aussi de l'autre côté quelques avancées. Nous avons le mémorial musée Bateau le Joola. J'espère que ça sera construit dans les brefs délais, puisque l'appel à candidature, tout ça, etc., le plan, tout a été dégagé et que le décret aussi a été signé par l'autorité. Nous espérons que la réalisation sera bientôt faite. Du point de vue des orphelins, les 900 orphelins n'ont pas été pris en charge jusque-là, malgré la loi qui a été votée dans ce sens et qui prend en intégralité les 1500 orphelins. Donc de ce point de vue, nous attendons aussi à ce qu'il y ait une rétroaction par rapport à cette loi et que tous les orphelins du Joola soient vraiment pris en charge. 3 personnes ont perdu la vie ce matin sur l'autoroute Ila-Touba. Un véhicule a violemment heurté un camion en stationnement. Les corps sans vie ont été déposés à l'hôpital régional de Diourbel. L'accident s'est produit entre Bambey et Diourbel. Hier, un autre accident de la circulation a fait 9 morts au niveau de Potou, dans la région de Louga. Les dernières saisies de drogue au port de Dakar inquiètent la France et l'Union européenne. Elles estiment que le Sénégal est devenu un pays de transit de trafic de drogue. Ses partenaires veulent aider notre pays dans la lutte contre les stupéfiants. D'ailleurs, un séminaire allant dans ce sens est organisé à Saly ce mercredi. Abdourahmane Diallo. Depuis quelque temps, le trafic de drogue est devenu inquiétant au Sénégal, une situation qui a poussé les partenaires sociaux et économiques à réagir. Commissaire divisionnaire Mathieu Pitacourt, attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France. Cette saisie-là qui a eu lieu au mois de juin passé démontre que les flux de trafic sont graves, sont réels ici. Il y a une véritable attention et une véritable urgence à ce que tous les acteurs se mettent autour de la table. Les acteurs locaux, bien sûr, les acteurs sénégalais, mais aussi les acteurs européens, donc pour venir aider afin de faire en sorte que les travaux de la lutte contre le trafic de stupéfiants soient le plus dense possible. La France, l'Union européenne et le Sénégal ont décidé de trouver un moyen de lutte contre ce fléau. Saher Ndao, préfet du département de Mbour. On a des relations avec la France dans le cadre de la sécurité. Ce qui fait que donc, dans le cadre de la lutte contre la drogue, le président de la République avait sollicité le président français pour une meilleure coordination de nos actions pour contrecarrer la lutte contre la drogue. La drogue peut entraîner la propagande de plusieurs phénomènes sociaux. Matar Diop, coordonnateur du comité interministériel de lutte contre la drogue. La drogue constitue encore une menace contre la sécurité de nos États, contre nos économies qui sont encore fragiles, contre la santé des populations, contre le bien-être de la population en général. Selon toujours le comité interministériel de lutte contre la drogue, le chanvre indien est la drogue la plus consommée au Sénégal. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons à présent de l'inauguration officielle de la grande mosquée Massalikul Jinan. Tout le monde est mobilisé pour les travaux de finition, volontaires comme personnel pour les travaux. Nafissatou Silla y a fait un tour. Voici son reportage. Inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan et on en est au dernier réglage. Toute l'esplanade est occupée par de grands chapiteaux devront abriter les officiels. Toutes les installations sont finies. Les dernières couches de peinture sont passées ça et là, de même que les derniers coups de brosse. Bamba Fall, juste la vingtaine, s'est porté volontaire pour cela. Fait pour le grand cher et gracieusement, il faut que tout soit fin prêt. On a pratiquement tout nettoyé, dehors et même l'intérieur de la mosquée. Tout est presque fini. À l'intérieur de la mosquée, c'est idem, les dernières finitions et retouches. Tout ce qui est carrelage et autres, c'est fini. On fait juste les dernières retouches et on fait tout notre possible pour que tout soit prêt avant l'ouverture. La sécurité est aussi au rendez-vous. Nous sommes en finition pour tout ce qui est la sécurité, ainsi de suite. Nous avons effectué les derniers tests avec les pompiers concernant les incendies. Il y a des détecteurs de fumée et des
des extincteurs posés ça et là. Nous sommes en train de poser les moquettes et tapis. Nous avons même arrêté les visites à l'intérieur de la mosquée et pour cela nous avons bloqué toutes les issues. Juste quelques heures avant l'inauguration officielle, tout le monde est mobilisé pour l'ouverture de la grande mosquée Massalikul Jinan dans les conditions les meilleures. Dans le cadre de cette inauguration prévue ce 27 septembre, le séjour du Khalif général des Mourides, le Front pour la libération de Khalifa Sall, saisit Serigne Mountakha Mbacké. Il lui demande de prier pour l'élargissement de l'ancien maire de Dakar. Pour son coordonnateur, Khalifa et ses co-détenus devraient assister à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, d'autant plus qu'ils ont contribué à sa construction. Abou Diallo au téléphone avec Georges Déthié Diop. Nous profitons de cette occasion où le Khalif général représentant Serigne Touba est actuellement à Dakar pour commémorer la victoire de l'islam, pour commémorer le passage des 2 nuits de Serigne Touba, aujourd'hui récompensé par cette grande mosquée qui symbolise l'unité de l'islam à Dakar. Dakar où l'ancien maire qui faisait partie des personnes qui ont démarré ce chantier avec le Khalif général, Serigne Bara et Serigne Sidi Mokhtar. Donc nous souhaitons avoir la prière du Khalif. Et aussi à tous les musulmans et à toute la communauté mouride de prier pour la libération de Khalifa Ababacar Sall, Yaya Bodian et Mbaye Touré. Donc vendredi, Dakar verra les musulmans unis comme un seul homme derrière le Khalif général, mais ce qu'on regrette, c'est l'absence de Khalifa Ababacar Sall qui, son souhait était de terminer cette mosquée et de faire partie de ces Sénégalais qui vont prier ce vendredi. Nous souhaitons que Serigne Mountakha, qui est un homme de paix, un homme de dialogue, qui, depuis qu'il est là, en train d'œuvrer pour la paix et de l'unité, nous souhaitons à partir de ce moment que le président puisse l'honorer en libérant Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian. Et de tous les Sénégalais aussi, plus d'1 million de Sénégalais aujourd'hui qui ont signé cette pétition pour demander la libération de Khalifa Ababacar Sall. Actuellement, sa maman est malade. Sa maman souffre pendant 3 ans pour voir son fils Khalifa Ababacar Sall, ainsi que les femmes de Mbaye Touré et Yaya Bodian et de tous les Sénégalais et puis de justice qui veulent voir Khalifa Ababacar Sall. À 12h12, mais avant cela, et puis notez que Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais et ancien président de la République, rend visite au Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, cet après-midi à 16h30 à la résidence Khadimou Rassoul de Colobane. 12h13, évoquons maintenant la rentrée des classes prévue le 1er octobre pour le corps enseignant et le 3 octobre pour les élèves. Tous les acteurs de l'éducation se mobilisent pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la classe. Pour cela, il faudrait déjà que les écoles soient fonctionnelles. Or, dans la banlieue de Dakar, par exemple, une école sur 10 est inondée. À Pikine, Guédiawaye, Salif Sow. 23 à Thiaroye, 11 à Keur Massar, 9 à Pikine, 6 à Guédiawaye. Exactement, il y a 49 écoles inondées en banlieue de Dakar. Les services techniques ont une semaine pour rendre possible le concept Ubitay Jangtay. À cet effet, un CRD sera organisé demain par le gouverneur de Dakar. Les élèves doivent reprendre le chemin des salles de classe le 3 octobre. Ils seront précédés sur les lieux 2 jours plus tôt par le corps enseignant. À jour J-8, 10% des écoles publiques de la banlieue dakaroise patauge. L'académie Pikine Guédiawaye est riche de 500 établissements scolaires. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. À Dakar, après d'une semaine de la rentrée des classes, les inscriptions vont bon train au niveau de certaines écoles. Si du côté de l'établissement privé Anne-Marie Javoué, tout est fin prêt pour le démarrage des cours à la date du 3 octobre. Dans les écoles publiques, les manguiers à l'élémentaire comme au collège, les eaux de pluie et les herbes campent le décor, même si les directions rassurent qu'elles vont s'y atteler avant le jour J pour s'adapter au concept Ubitay Jangtay. Un tour dans ces établissements scolaires de notre reporter pour plus de détails. Koumba Sandian Faye. À l'accueil de l'établissement scolaire Anne-Marie Javoué, des parents d'élèves sont venus inscrire leurs enfants. La surveillante, à la demande des pièces à fournir, les oriente. Pour des informations relatives à la rentrée, la directrice s'occupe de quelques cas particuliers. On s'impatiente.
Ici, tout se déroule normalement. Après d'une semaine de la rentrée des classes, l'école a pris les devants. C'est la sœur Pascaline, directrice du cours Anne-Marie Javoué. On a commencé les préparatifs depuis le 2 août. Le personnel administratif et de service est sur place depuis le 2. Les parents également ont commencé les réinscriptions depuis le mois de juillet. On est presque prêt pour la rentrée. C'est vrai qu'il y a certains parents qui vont attendre un peu la dernière minute parce que déjà les secondes c'est plein. Que vous soyez dans l'établissement ou pas, si vous venez en retard, s'il n'y a plus de place, il faut aller ailleurs. Le concept Ubitey Djangetey sera effectif. 3, on démarre et puis c'est comme on dit au Sénégal, Ubitey Djangetey, ça c'est une réalité chez nous. Une autre école, les Manguiers, au collège, elle est venue inscrire ses enfants. On a déjà inscrit depuis le mois d'août. À l'entrée de l'école, les eaux des pluies passent inaperçues. Devant les salles de classe, encore des eaux et de l'herbe. Ça occupe déjà la cour de récréation. Toujours à l'école Manguier, à l'élémentaire, le décor est le même. À l'état actuel, le concept Ubitey Djangetey, à la date du 3 octobre, est loin d'être une réalité. Difficile pour les potaches de reprendre leur école, occupée par des eaux pluviales et de la verdure. Et puis allons à Fatick, dans les îles du Saloum, où le taux de scolarisation des garçons est très faible, 25% seulement contre 75% chez les filles. Autre phénomène constaté, une bonne partie du département de Foundiougne, c'est que l'école franco-arabe est mieux fréquentée que celle française. L'inspection d'académie de Fatick est convaincue que le modèle éducatif doit être revu dans cette zone. Aminata Goudjabi. L'immigration clandestine tente de plus en plus les jeunes insulaires du département de Foundiougne et même les élèves sont attirés. Une étude a démontré que seuls 25% des garçons terminent le cycle secondaire dans les îles du Saloum. Mamadou Niang est l'inspecteur d'académie de Fatick. Au niveau des îles, quand nous avons interrogé les autorités sur place, la réponse que nous avons obtenue, c'est que les garçons désertent les classes au profit de l'immigration clandestine. Il y a dans les classes 75% de filles à côté de 25% de garçons, ce qui est énorme. Autre phénomène constaté dans l'inspection de l'éducation et de la formation de Foundiougne, l'école française n'a pas la cote chez les populations du Nyombato. L'école franco-arabe domine de loin celle considérée comme officielle. Quand vous allez par exemple à Koular-Socé ou que vous allez à Betenti, vous trouverez une école arabe où il y a 1000 élèves, entre 700, 800 et 1000 élèves, et un collège où les classes se retrouvent avec 25 ou 20 élèves. À Betenti, vous trouvez un lycée arabe de 1000 élèves en face d'un collège qui n'a que 245 élèves. L'inspecteur d'académie de Fatick soutient que les pouvoirs compétents doivent repenser le modèle éducatif dans cette zone de la région de Fatick. Il faudrait que l'offre soit conforme à la demande des populations. Il va falloir, dans une synergie des actions et des efforts, voir dans quelle mesure transformer certains collèges classiques en collèges franco-arabes et également certaines écoles élémentaires en écoles franco-arabes. En prélude à la rentrée scolaire fixée au 3 octobre pour les élèves, une réunion du comité régional de développement s'est tenue et beaucoup de mesures ont été prises, notamment l'évacuation des eaux dans les écoles inondées de la région. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Et pour clore l'actualité nationale, cette polémique autour du livre Évolution de la musique sénégalaise de 1950 à nos jours, le producteur Bouna Semoundiaye accuse le poète Amadou Lamine Sall de l'avoir enterré comme co-auteur de l'ouvrage. Il n'écarte pas de porter l'affaire devant la justice. Amadou Lamine Sall, lui, se refuse à tout débat. Anna Rocha. Depuis bientôt un mois, Bouna Semoundiaye est dans tous ses états. Zappé, il a été de son propre travail. Un livre qu'il aurait coécrit avec le défunt écrivain Amadou Gueye-Ngom est édité depuis 2017, sans son aval, sans son nom. Donc j'écrivais et il écrivait et on a discuté. Et après qu'on soit tombé d'accord sur quelque chose, on a une compilation, c'est ce qu'on faisait. C'était entre 2008 à 2010. Une rencontre et des échanges ont bien eu lieu entre lui et Amadou Lamine Sall, chargé de publier l'ouvrage en question, mais les preuves fournies par Bouna Semoundiaye n'ont pas convaincu le poète. Il y a le titre du livre et nos deux noms, et c'était par email, les adresses électroniques sont là. Et il y a un petit chapitre qui s'appelle « La note des auteurs ». J'ai envoyé le premier texte. Immédiatement, il a répondu pour dire que ah non, ça vous disqualifie. Je lui envoie la preuve qui était là, suffisante et palpable. Il ne répond pas. On est en 2016. Une médiation a été enclenchée par The Publisher aux États-Unis, spécialiste des questions de violation des droits d'auteur. Suite à cette initiative, le présentateur de l'émission Bonjour Africa renseigne que le distributeur du livre à Londres a interrompu la vente. Pour autant, il n'écarte pas de porter l'affaire devant la justice. À travers le net, le livre était vendu à Londres.
j'ai fait une commande personnelle que j'ai envoyée à mon adresse aux États-Unis et j'ai payé. Cette bonne volonté a écrit à ces deux-là. Le distributeur, c'est Debini, il a dit qu'il n'aura plus rien à voir avec cette distribution-là. La bonne volonté voulait qu'il y ait un truc à l'amiable. Je pense qu'il y aura une autre issue. Ça peut aller jusqu'au tribunal. Interpellé, Amadou Lamine Sall n'a pas souhaité être enregistré. Mais dans une note écrite, l'écrivain explique qu'il respecte la posture de M. Ndiaye, homme courtois et aimable, mais que jamais de son vivant, Amadou Gueye-Ngom a cité Bouna Sémou Ndiaye comme co-auteur du livre. Il est mort, seule la justice des hommes pourrait décider du contraire, souligne Amadou Lamine Sall. RFM. L'actualité internationale. Georges Détié Diop, rebonjour. Rebonjour Souleymane. D'abord le Burkina Faso en proie aux attaques armées. 6 civils ont été tués dans 3 villages situés à plus de 100 km de Ouagadougou, la capitale. Les auteurs de l'attaque des hommes armés ne sont pas encore identifiés, Daouda Diouf. C'est dans la commune de Zimtanga, environ 125 km de Ouagadougou. Selon des sources locales, les 6 civils ont été abattus par des hommes armés non identifiés. Cette attaque intervient au lendemain de 2 autres qui ont fait 10 morts dans 2 villages de la commune de Bourzanga, à environ 140 km au nord de Ouagadougou. Les corps de certaines victimes ont été retrouvés dans des champs après le passage des assaillants. Plusieurs motos ont été emportés et d'autres incendiés. Des animaux ont également été emportés. Il faut dire que la région où se déroulent ces attaques est située sur l'axe Ouagadougou-Djibo et que les 2 communes les plus touchées sont à moins de 150 km de la capitale. Rappelons que le 19 septembre dernier, des hommes armés avaient dynamité un pont qui relie Abinga à Dori. Jeudi dernier, le porte-parole du gouvernement burkinabé avait annoncé l'envoi de renforts dans cette partie du pays. Rappelons aussi que l'année dernière, dans la même zone, 6 gendarmes ont été tués dans une embuscade. Au Nigeria, arrestation de 5 personnes suspectées de fournir du matériel aux terroristes. C'est un communiqué de l'armée nigériane repris par BBC qui l'a fait savoir. Les arrestations ont été effectuées dans le cadre de l'opération d'identification positive dans le nord-est du pays. Le communiqué de l'armée révèle l'existence d'informations crédibles selon lesquelles certains criminels en fuite se cacheraient dans les villes et villages des États de Borno et Yobe en particulier et du nord-est en général. Dans le cadre de l'opération, 3 soldats nigérians ont été révoqués et remis à la police de Maïdougouri. Ils seraient impliqués dans une série d'enlèvements. Ils ont été arrêtés avec 22 suspects par une patrouille dans un bâtiment situé dans la banlieue de Maïdougouri. Algérie, de lourdes peines pour Saïd Bouteflika et Khaled Nezar. Saïd Bouteflika, c'est le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Il a été condamné à 15 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'armée, peine plus lourde pour l'ancien ministre de la Défense, Khaled Nezar. Salimata Aou. Ils sont accusés d'atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Le procureur avait requis 20 ans de prison contre 2 anciens chefs du renseignement et une responsable politique et 15 ans contre le frère du président Saïd Bouteflika. Les Algériens ont jugé ce procès spectaculaire car cela concerne de très hauts responsables que l'on croyait intouchables et qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. Le chef d'état-major avait promis de les neutraliser. Un procès jugé rapide et qui amène certains à dire que c'est un règlement de compte. Saïd Bouteflika avait été arrêté le 4 mai dernier. La justice militaire leur reproche la tenue de plusieurs réunions pour organiser une transition au moment où le chef d'état-major appelait à la destitution d'Abdelaziz Bouteflika. Israël Souleymane est sans premier ministre depuis les élections législatives du 16 septembre dernier. Les 2 candidats sont dos à dos. Le leader du parti Likoud a proposé un gouvernement d'union nationale et selon l'ambassadeur d'Israël à Dakar, cette proposition pourrait renforcer les relations internationales du pays au reste du monde. S'agissant du conflit israélo-palestinien, Roy Rosenblit estime que les négociations doivent se tenir entre les 2 pays concernés. Un gouvernement d'unité nationale va être très motivé d'augmenter la coopération internationale avec le pays du monde et avec le Sénégal spécifiquement. Entre nous et les Palestiniens, toutes les relations entre nous et les pays arabes, tous les accords de paix, spécifiquement l'accord de paix entre nous et l'Égypte et l'accord de paix avec la Jordanie, le royaume hachémite, c'était achevé par la négociation, aux tables de négociation, mais pas entre nous et les États-Unis, pas entre nous et la Chine, pas entre nous et la France. C'était une négociation directe entre nous et les côtés arabes. Et c'est les seules solutions, les seules possibilités entre nous et notre partenaire palestinien. Des propos qui ont été recueillis par Amadou Sabarba.
Aux États-Unis, les démocrates veulent la tête de Donald Trump. Ils ont engagé une procédure de destitution contre Donald Trump. Les démocrates ont lancé hier à Washington la première étape d'une mise en accusation de Trump, soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique Joe Biden. La procédure de destitution intervient à quelques 400 jours de l'élection présidentielle de novembre 2020. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure sur les nombreux problèmes de terre, la question foncière, et nous en parlerons avec Mariam Sow, PCA de Enda Tiers-Monde, secrétaire exécutive de Enda Pronat, protection de la nature, et avec le professeur Abdoulaye Dieye, enseignant à la faculté de droit. RFM Sport. Rebonjour et bon retour à vous, Malal Diagne Junior. Merci Suleiman et bonjour à vous. L'actualité sportive d'abord du handball. Le ministre des Sports rend visite aux Lions du Sénégal à Saly. Matarba est donc dans la tanière à Saly pour rapporter le message du chef de l'État et de la nation aux Lions du handball qui vont entamer dès demain le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. L'équipe nationale du Sénégal est en regroupement à Dakar. Les Lions vont s'entraîner normalement cet après-midi, mais du côté de l'organisation, tout se prépare et tout va bien. Selon Sambou Biagui, responsable de la communication de la Fédération sénégalaise de handball, les Sénégalais doivent venir pour pousser les Lions au succès. Sambou Biagui au micro de RFM. À la veille de l'ouverture de ce tournoi, mais sur le plan organisationnel, tout est fin prêt parce que toutes les équipes sont arrivées, en l'occurrence l'Angola, la République démocratique du Congo et le Cameroun. Au niveau du parquet, nous avons déjà posé le nouveau tapis et les nouveaux filets. En tout cas, sur le plan organisationnel, tout est fin prêt. Et au niveau de l'équipe également, l'équipe est prête et très engagée. Et là, le ministre des Sports se rend dans la tanière des Lions pour les rencontrer à la veille, en tout cas, de l'ouverture de ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Sur le plan de la mobilisation, nous faisons un appel en tout cas au public de venir soutenir les Lions parce que nous savons tout simplement que si véritablement il y a une mobilisation forte, les Lions peuvent relever le défi et qualifier le Sénégal pour la première fois dans l'histoire aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Sambo Biagui au micro de Fatou Matali. Au programme demain jeudi à 16h, première rencontre Angola contre RD Congo. Les Sénégalaises jouent à 18h. Elles feront face aux Lions indomptables du Cameroun. Traversée Dakar-Gorée, on attend 600 nageurs pour l'édition de 2019. Et ils seront tous sous la protection de la Marine nationale et des sapeurs-pompiers. Telle est la décision prise par le comité d'organisation de la 32e édition de cette traversée Dakar-Gorée prévue dimanche prochain. Maguette Dieye, vice-présidente de la Fédération sénégalaise de natation avec RFM. La préparation se passe bien. Samedi, on aura une première compétition dénommée Reflet de Ngor. Ce sera une traversée à l'île de Ngor. Et le dimanche à midi, il y aura la grande traversée Dakar-Gorée. Pour le moment, ça va, il n'y a pas trop de soucis. On a tenu plusieurs réunions de sécurité avec la Marine nationale, les sapeurs-pompiers, le port, la gendarmerie. Et au niveau du budget également, il n'y a pas trop de soucis. Et pour cette 32e édition, combien de participants sont attendus? Oui, on attend à peu près 600 à 650 participants. Et comme l'année dernière, il y aura 2 départs. Il y aura un premier départ à 11h45. Il s'agit de la course A, l'élite, avec les meilleurs nageurs, qui seront au nombre à peu près de entre 100 et 120 nageurs. Et à midi, il y aura la grande course, la course B. Et là, on attend à peu près 500 participants. Là, c'est surtout une randonnée. C'est ce qui vient juste pour dire que j'ai fait la traversée Dakar-Gorée. Et les tranches d'âge varient de 10 à 65 ans. Et pour l'équipe de RFM, Hassan Gueye a été désigné comme capitaine. Suleiman, on termine avec le foot en France. La suite de la 7e journée à 17h, Saint-Etienne contre Metz. Lille joue contre l'équipe de Strasbourg. Nantes contre l'équipe de Rennes, de Mbaignan et de Gomis. À 19h, Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye et Neymar joue contre l'équipe de Reims. En Espagne, le Real joue contre l'équipe de Osasuna. En Italie, on joue la 5e journée. Naples de Kalidou Koulibaly joue contre Cagliari. L'International de Milan joue contre Lazio. Merci Malal Diagne Junior. J'espère qu'il y aura des maîtres nageurs et des sauveteurs.
L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le reportage du jour, deux jours avant l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, la maison du khalife général des Mourides, Sisa Koloban, ne désemplit pas. Les fidèles Mourides veulent profiter de son séjour pour le rencontrer et se recueillir auprès de lui. Sur place, la lecture des Khassaïd et la distribution du café Touba accompagnent les talibés. Reportage Salimata Aou. C'est l'effervescence devant le domicile de Serigne Touba à Koloban. Les fidèles attendent sous un soleil de plomb l'heure de la visite du khalife. Madame Samb, tout émue, déclare que c'est une occasion à ne pas manquer. Je viens de la mosquée Massalikul Jinan. Maintenant, je veux rencontrer le khalife. C'est une occasion rare. C'est pourquoi je veux en profiter. On prie pour qu'il ait une longue vie et une santé de fer. Mortouré fait partie de l'équipe qui accueille les autorités qui se déplacent pour rencontrer le khalife. Selon lui, c'est une tâche difficile, mais qu'il accomplit avec beaucoup de plaisir. Nous sommes toujours ici pour veiller à l'ordre. Moi, j'accueille les autorités et des fois, elles n'ont pas beaucoup de temps. Je leur facilite l'accès et elles viennent tous les jours, Mashallah. Mam Cher Samb, lui, s'occupe des invités. Pour lui, chacun veut voir le khalife. Il est obligé de gérer toutes les humeurs. Chacun vient avec l'envie de voir le khalife. Des fois, il se fâche pour un rien, mais je comprends, c'est pour la bonne cause. La résidence du khalife, lieu de convoitise de tous les fidèles mourides. Même les abords ne désemplissent pas. Le café Touba est servi à tout moment pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. À 12h38, bienvenue à notre rubrique Point de vue. Nous parlons du foncier, de la gestion du foncier au Sénégal, à la lumière des nombreux problèmes et litiges fonciers qui opposent différents acteurs, tant en ville que dans les zones rurales. Et pour en parler, nous serons en ligne avec Madame Mariam Sow, présidente du conseil d'administration d'Enda Tiers-Monde et secrétaire exécutive d'Enda Pronat, protection de la nature, et avec le professeur Abdoulaye Dieye, enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous sommes en ligne avec Madame Mariam Sow. Bonjour. Bonjour Barthélémy. C'est Souleymane, Madame Sow. Souleymane. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui, je vais bien. Parfait. Alors, nous discutons aujourd'hui de la gestion du foncier au Sénégal, à la lumière des nombreux problèmes que vous avez certainement notés à Dakar. Par exemple, les déguerpis, enfin les maisons démolies de la cité Tobago et les difficultés à trouver des terrains pour les victimes de cette démolition. Et dans les zones rurales et périurbaines, Tivaouane Peulh, Bandia et autres zones touchées par ces problèmes du foncier, comment expliquez-vous cette recrudescence des litiges fonciers au Sénégal? Qu'est-ce qui explique cette situation? Bon, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en tête que le Sénégal est en train de vivre une situation difficile où on n'a pas pris suffisamment de dispositions, tout en pensant que voilà, les terres sont là, mais sans mesurer, avoir une vision prospective sur l'occupation de ces terres-là. Donc, du coup, on a eu à penser que tout peut se faire à Dakar, et tout se fait à Dakar d'ailleurs. Donc, du coup, il y a un surpeuplement. Il n'y a pas eu une vision vraiment en termes d'occupation, des plans d'occupation des sols au niveau des grandes villes. Et on a pensé à organiser aussi la modernisation. Tout se ramène au niveau du triangle Thiès, Mbour, Dakar. Donc, du coup, et là, c'est des zones où il y a une diversité d'activités. Il y a des terres uniquement il y a des terres pour l'habitation, il y a des terres pour les agriculteurs, pour les éleveurs. Donc tout cela là, si on n'a pas une vision assez large, on ne peut nous retrouver que dans ces genres de situations. Les terres qu'on avait et qu'on pensait que c'est beaucoup de terres il y a quelques années, on était à combien de millions d'habitants? Donc là, la population augmente
les terres n'augmentent pas. Et si on n'a pas une vision assez stratégique, tant au niveau du monde rural qu'en milieu urbain, les problèmes vont s'empirer. Ça, c'est très clair. Donc, il nous faut achever le processus de réforme foncière. Il faut revoir tout ce processus aussi de l'urbanisation, de la modernisation qu'on cherche à faire autour de ce triangle-là, mais ce n'est pas possible. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure, Madame Mariam Sow. Nous sommes également avec le professeur Abdoulaye Dieye. Bonjour, professeur. Bonjour, Suleiman. Le Sénégal était envié, en droit, était envié pour la qualité de son cadre juridique et réglementaire de la gestion du foncier, notamment avec la loi sur le domaine national. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, on ait autant de problèmes dans la gestion des terres en ville et dans la campagne? Merci, Suleiman. Mais permettez-moi d'abord de dire tout le plaisir que j'ai à partager le micro avec cette grande dame qu'un ami et collègue appelle la Grande Royale. Elle a passé toute sa vie à lutter contre la spoliation foncière au Sénégal. Pour revenir à votre question, j'ai l'habitude de dire qu'il est difficile d'évoquer au Sénégal un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Il est difficile d'exprimer un point de vue que tout le monde partage. Mais au moins sur le foncier, je crois qu'il peut y avoir unanimité. Le foncier pose problème au Sénégal. Je ne vois pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'y a aucun problème de terre au Sénégal. Il y a problème. Il y a problème pour pratiquement tous les acteurs. Prenez les usagers, les producteurs ruraux ont des problèmes avec la terre. Prenez l'État. L'État passe tout son temps à gérer, à régler des conflits fonciers. Vous prenez les collectivités locales. Vous prenez les industries privées. Donc tout le monde a des problèmes avec la terre. Finalement, personne ne trouve son compte dans le système foncier actuel. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de facteurs, mais il y a les textes, tout à l'heure, Madame l'a évoqué, les textes avec beaucoup de dispositions qui sont frappées d'obsolescence, parce qu'il y a une évolution du contexte. N'oubliez pas que la loi de 1964 date de 1964. 1964, c'était quoi? C'était le Sénégal avec à peu près 3 millions d'habitants. 1964, c'était quoi? C'était véritablement des méthodes culturelles traditionnelles, etc., etc. Donc la terre elle-même ne gonfle pas, la population augmente. Vous voyez, donc il y a des problèmes d'accès à la terre. Nous avons autre facteur, des autorités étatiques qui apparemment ont une peur bleue du foncier. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis 1990, qu'on initie des réformes foncières et en 2019 jusqu'à présent, il n'y a aucune réforme foncière avec ces textes qui sont relativement... Pourtant, le rapport des commissions est sur la table du président de la République. Mais évidemment, parce que ça ne date pas simplement de cette commission-là. Il y a eu la commission de réforme du droit de la terre, la commission de réforme foncière 1, une réforme foncière 2, qui a produit un texte avec une démarche participative. Tout le monde disait que ce serait facile à bord. Et le président dit, je ne peux pas valider pour des raisons que personne ne comprend. L'une des raisons évoquées, c'est qu'il ne veut pas laisser la gestion des terres aux collectivités locales. Il l'a clairement dit. Mais c'est ça qui n'est pas exact, encore une fois. Les gens n'ont qu'à lire le document. Le document a été produit, c'est dans le domaine public. Nulle part il n'est dit que désormais on laisse la gestion des terres aux collectivités locales. Ce qui existe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est les collectivités locales qui administrent les terres de la zone des terroirs et également des zones urbaines. Ça ne change pas. C'est quelque chose qui existe. On n'a rien dit dans le document qui semble pencher pour ce que le président dit. On n'a pas du tout changé. Il n'y a pas eu de révolution. On maintient la loi sur le domaine national. Je n'ai jamais compris pourquoi le président a dit ce qu'il a dit, que tout le monde a entendu, à savoir que voilà, je ne peux pas valider simplement parce qu'on me demande de transférer la gestion des terres aux collectivités locales. On n'a jamais dit ça. Je suis très clair. Mais il y a également autre facteur, la part de l'incompréhension du système par les populations. Les populations continuent de penser qu'elles sont propriétaires des terres du domaine national. Même l'État, parfois, se comporte comme propriétaire du domaine national. Or, les terres du domaine national n'appartiennent ni à l'État, ni aux collectivités locales, ni aux usagers. Donc, vous voyez ce que ça fait avec cette incompréhension du système. Les gens pensent que l'État n'a pas le droit d'immatriculer, parce que c'est ça la loi. Quand l'État immatricule, et par exemple, pour plusieurs raisons, les gens s'offusquent et il y a encore une fois des problèmes. Malheureusement, nous avons perdu le professeur Abdoulaye Dieye qui était en ligne avec nous en raison d'une
coupure d'électricité qui s'accompagne d'une indisponibilité de nos lignes téléphoniques. Toutes nos excuses pour cet impair technique. Nous ne désespérons pas d'avoir Mme Mariam Sow et le professeur Abdoulaye Gueye pour poursuivre cette passionnante discussion sur la gestion du foncier au Sénégal dans notre édition en Wolof. J'espère que nous les retrouverons à ce moment-là et que les lignes fonctionneront très bien. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. À la mise en onde, Abdoulaye Diop, Barthélémy Ngom à la réalisation. Barthélémy Ngom qui sera là dans quelques minutes.